Mon métier aujourd'hui principal, c'est pas de pratiquer l'archéologie. Je ne suis pas chercheuse en archéologie, je suis médiatrice, donc je fais le lien entre la recherche et le public, donc l'ensemble des publics, pas que le public scolaire. J'ai encore quelques activités archéologiques, plutôt un soutien sur le terrain à la recherche, mais je ne fais plus de recherche moi-même. J'ai un parcours professionnel avec une inscription dans différentes associations d'éducation populaire et le choix en 2007 de fonder cette association Archéomédia et de la diriger. Voilà pour ce petit contexte. Alors j'ai une formation en archéologie, j'ai un master en archéologie qui évidemment pour moi est essentiel pour pratiquer mon métier, puisque pour le faire de manière raisonnée, j'ai besoin d'avoir une culture archéologique assez aboutie, et ma formation me le permet, avec une formation continue, puisque je suis rattaché à un laboratoire de recherche et dans lequel est Boris aussi, l'équipe ethnologie préhistorique de l'UMR Arscan du CNRS. Et un contact permanent avec d'autres archéologues et d'autres équipes archéologiques qui permet à l'ensemble de l'association et des membres de l'association de rester informés de l'actualité de la recherche. Ça, c'était juste pour poser le cadre, et évidemment des universités Paris 1 et Paris 10 avec lesquelles on collabore aussi. Alors, moi j'interviens aujourd'hui auprès de vous afin de vous présenter les actions que mène notre association. L'idée de cette communication est de vous présenter la manière dont, au sein de notre association, nous pensons l'utilité de l'archéologie et la manière dont nous faisons vivre au quotidien cette utilité qu'on travaille depuis la création et qui continue à questionner le fond des actions qu'on mène, et je suis ravi de tous ces échanges qu'on a aujourd'hui parce que ça nourrit énormément aussi nos réflexions. Quand je parle d'utilité, je pense à la place et au rôle qu'on peut donner à l'archéologie dans notre société, d'où l'intitulé de mon intervention, l'archéologie, pourquoi faire. Donc on l'aborde depuis ce matin, cette question-là, donc je vais évoquer des choses un petit peu qu'on a déjà un peu évoquées ce matin. Nous, en tout cas, l'association Archéomédia est née d'un postulat, je parle de postulat, mais on peut dire peut-être d'un idéal, qui est que les connaissances produites par l'archéologie peuvent aider chacun d'entre nous à penser le monde autrement, à percevoir d'un œil nouveau, autrement que par une vision ordinaire des choses, les idéologies développées par nos sociétés contemporaines. Ce postulat nous a conduit à nous dire, du coup, que cette discipline scientifique porte en elle un pouvoir éducatif puissant, que nous devons chercher à révéler et à transformer en action concrète, ce que vous appelez, vous, didactiser, vous, enseignants, didactiser des contenus et des connaissances. Donc, en ça, nos métiers se rejoignent, et vous allez voir que nous avons d'autres points communs. Parler d'archéologie, donc selon nous, permet de montrer qu'à côté des sciences dites dures, et on l'a déjà abordé, il existe des sciences humaines qui s'intéressent aux phénomènes humains dans ces dimensions bioécologiques, culturelles et sociales. On l'a évoqué, mais j'insiste parce que pour nous, cette utilité de l'archéologie nous semble importante à souligner, parce qu'il est rare que des élèves aient conscientisé le fait que lorsqu'ils entrent en cours d'histoire, ils entrent aussi en cours de sciences. Nous, c'est un constat permanent. C'est 99,9% des élèves qu'on rencontre, et on en rencontre tous les jours. Donc c'est un phénomène important, l'explication de cette dimension scientifique de l'histoire nous semble importante aussi bien pour les élèves que pour les enseignants,
Pour les élèves, elle montre la manière dont se construisent les connaissances et les enjeux de la construction de ces connaissances dans un domaine particulier des sciences humaines. Là, c'est l'archéologie, mais ça pourrait être, qui est notre domaine d'activité, mais ça pourrait être autre chose. Et pour les enseignants, elle les conduit, et on l'a vu par les expériences que vous nous avez transmises, à imaginer des dispositifs éducatifs qui mettent les élèves au centre de leurs apprentissages en leur permettant de construire par eux-mêmes des connaissances. Alors pour illustrer cette mission qu'on s'est fixée, cette utilité de l'archéologie qu'on s'est fixée, je vais vous passer quelques images d'activités que nous avons développées au sein de l'association. Des visites guidées de chantiers archéologiques qui permettent là de voir comment sont extraites ces connaissances et de montrer aussi les méthodologies et la démarche de recherche en archéologie. Là, nous sommes sur le site archéologique d'Étiolles, voilà, équipe dont je fais partie. Des ateliers participatifs en classe ou à la MIS sur le métier d'archéologue via un simulateur de fouilles. Donc celui que vous voyez là sur votre droite est un simulateur de fouilles en lien avec le site archéologique d'Étiolles. Il valorise le site d'Étiolles puisqu'il met en place un sol, un campement. Il reproduit un campement qu'on peut trouver de Magdaléniens, de population de la fin du Paléolithique récent, qu'on peut trouver sur le site d'Étiolles. Donc, une fois que les élèves ont fouillé ce chantier, ils peuvent ensuite visiter le site ou faire l'inverse. Il y a une possibilité d'aller voir concrètement ce patrimoine qu'ils ont expérimenté et cette démarche qu'ils ont expérimentée sur ce simulateur. Alors, petite information, ce simulateur, il est en place à la MIS, à la Maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences, qui est sur le plateau de Saclay. Et donc, nous avons inscrit au sein de cette MIS l'activité archéologie. Donc, il n'avait que des activités sciences dures et aujourd'hui, notre association, d'ailleurs depuis l'ouverture, depuis la conception, notre association y fait des activités archéologiques justement dans cette idée d'introduire les sciences humaines et de commencer à adosser les sciences humaines aux sciences dites dures de manière à ce que les élèves comprennent que le phénomène humain est une discipline qui est enseignée scientifiquement. Et puis, nous mettons en place aussi d'autres types d'ateliers que nous appelons des ateliers participatifs. En bas, toujours là sur le métier et notamment la fouille archéologique. Là, cette vignette est plutôt sur la fouille, entre la fouille du chantier, la fouille d'un simulateur. Et quand nous n'avons pas de simulateur disponible, notamment quand nous nous déplaçons en classe, nous avons mis en place un autre atelier où vous voyez sur le deux vignettes en bas, avec une première phase où les élèves ont des illustrations au format A5 des différentes étapes du métier d'archéologue et ils doivent nommer ces étapes par l'observation d'images et mettre dans l'ordre aussi de ce métier, de la manière dont se pratique ce métier, aussi les images qui vont de la découverte d'un site jusqu'à sa valorisation. Et puis une seconde phase dans ce travail, enfin il y en a 3 même, où on leur donne un plateau d'objets par groupe de vestiges. Ils doivent identifier les matières, ils ont des petites vignettes matières, ils doivent identifier les matières. Et ensuite, donc on discute des objets aussi, de la matière et de la fonction. Et ensuite, on leur donne des vignettes métiers et ils doivent, en fonction du type d'objets qu'ils ont face à eux, déterminer quel métier étudie ces objets pour parler des différentes spécialités de l'archéologie, sachant que certains métiers pour eux sont incompréhensibles et du coup on travaille en étymologie avec eux pour aussi travailler sur ces questions de français, de terminologie et comment on peut comprendre un mot sans le comprendre là de premier abord. Alors, autre utilité que je voulais vous communiquer pour nous en archéologie, de parler d'archéologie, c'est, on l'a encore une fois évoqué, c'est de s'intéresser au rythme de transformation des sociétés humaines au cours du temps et à l'impact que ces transformations ont sur les populations elles-mêmes et sur leur environnement. Pour aborder cet aspect, on met en place différentes actions aussi.
Alors ça, c'était d'autres, bon, je passe, hein, c'était d'autres ateliers qu'on mettait en place sur la thématique précédente. J'avais oublié cette diapo. Hop, donc je passe. J'y reviendrai tout à l'heure, je vous la présenterai tout à l'heure. Nous avons créé par exemple un atelier sur la chronologie, vaste sujet. Qu'est-ce qui nous a motivés? C'est le fait que quand on rentrait dans les classes, on voyait que les chronologies étaient parfois peut-être un peu trop élémentaires pour pouvoir pénétrer dans les temps, dans chacun des temps qui étaient cadrés. C'est-à-dire, par exemple, quand on parlait de l'âge des métaux, ça n'existait pas dans la chronologie des enseignants. On passait de la préhistoire à l'Antiquité directement. Donc bon, voilà. Du coup, on s'est dit, on va faire un atelier chronologie. Premièrement, pour avoir une vision chronologique qui peut être différente et qu'on peut comparer à celle qui est dans la classe, si évidemment les enseignants y sont favorables, mais aussi pour montrer à quoi sert une chronologie, comment elle peut se construire et ce qu'elle peut révéler. Parce que bien souvent, les élèves sont allergiques aux chronologies parce qu'on ne travaille pas assez sur la question de qu'est-ce qu'une chronologie et pourquoi elle est faite, et donc sur le fait que ce n'est qu'une représentation graphique de moments ou d'événements historiques, et qu'est-ce qu'elle révèle vraiment et comment on peut s'en saisir. On propose aussi des ateliers. Alors là, c'est un exemple, différents types d'ateliers sur les savoir-faire techniques au cours du temps. Et là, je voulais mettre un atelier sur les techniques anciennes de production du feu, qui permettent de discuter de la manière dont on allumait le feu au cours de la préhistoire, mais peut-être aussi en lien avec, évidemment toujours en lien avec du patrimoine. Nous travaillons toujours en lien avec des sites archéologiques, donc on pourrait imaginer ça pour le site d'Étiole, par exemple, qui permet de discuter donc de la manière dont on allumait le feu, sur les éléments techniques, de l'utilité de cette innovation, pourquoi à un moment donné le feu a été maîtrisé, et aussi de comparer ces techniques anciennes aux techniques d'aujourd'hui. Par exemple, au cours de la préhistoire, le feu permettait de s'éclairer. Est-ce que nous avons les mêmes besoins et est-ce que nous utilisons les mêmes techniques pour y répondre? Si on pose cette question sous cette forme-là, avec cet atelier, il est possible d'aborder les conséquences de certaines technologies sur l'environnement. On en a parlé aussi, telles que l'énergie nucléaire, par exemple. Donc l'idée n'est pas de faire du prosélytisme, évidemment, mais de questionner nos technologies et l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'environnement. Et dans ce cas, l'archéologie constitue un moyen intéressant pour échanger et débattre sur des questions de société, notamment écologiques et environnementales. Parler d'archéologie permet aussi de travailler sur le vivre ensemble, et sur l'inclusion sociale. C'est vrai qu'une grosse part de l'activité de l'association s'effectue là-dessus. Nous avons développé différents projets pour travailler autour de ces questions-là. Un projet sur le racisme, qu'on a nommé 7,2 milliards d'humains et moi, et moi, et moi. Un projet sur l'égalité entre les hommes et les femmes, qu'on a nommé Fait pas genre. Et dans ces deux projets, les sciences humaines comme l'archéologie, l'histoire, l'ethnologie ou l'anthropologie, et les sciences dites dures comme la biologie, l'anatomie ou la génétique des populations, s'entrecroisent pour mettre à distance ces questions brûlantes, dépassionner les débats et inscrire les élèves dans une démarche pédagogique où le passé et les sciences vont les amener à avoir envie de parler d'aujourd'hui, et une démarche qui va les outiller pour éventuellement construire des raisonnements, des modes de pensée et des modes d'action qui s'appuient sur d'autres univers que la religion, l'émotion, la violence ou la radicalisation. On a donc là, il y a des images, quelques images très rapides là du projet sur 7,2 milliards d'humains et moi, et moi, et moi, où on démarre en posant la question de qu'est-ce que les races pour vous, qu'est-ce que le racisme, et est-ce que vous pensez qu'il existe plusieurs races humaines aujourd'hui sur Terre ou pas? Et donc c'est ces questionnements qui ensuite vont amener les élèves à travailler sur différentes disciplines et à questionner les disciplines et voir qu'est-ce que ces disciplines nous racontent sur ces questions de race et de racisme. Donc on convoque la paléanthropologie,
On convoque, qui est là, on convoque l'histoire avec la construction d'une chronologie sur l'émergence du racisme et son apogée. Sur la génétique, la biologie et la génétique des populations, avec quelques panneaux de l'exposition très vieillissante, mais pourtant assez efficace, de l'exposition réalisée par le Musée de l'Homme en 98, je crois, même 89, je sais plus. C'est très vieux, j'ai oublié la date. Ça a plus de 20 ans. Tous par an, tous différents. On a développé très récemment aussi un projet sur la romophobie, qui s'appelle le nomadisme d'hier à aujourd'hui, qui s'appuie sur l'archéologie et notamment le site archéologique de Pincevent pour parler du nomadisme d'hier et qui s'appuie sur l'ethnologie et sur les différents modes d'habiter aujourd'hui dans le monde pour parler du nomadisme d'aujourd'hui et justement repositionner les préjugés qu'on a sur les Roms. Enfin, on a un projet aussi sur l'histoire de la ville, qui permet de découvrir l'histoire d'une ville en s'appuyant sur son patrimoine visible et enfoui, afin de construire une histoire commune à partir des patrimoines partagés. Ça, c'est la question migratoire. On a des enfants d'origine très, très distincte qui viennent de différents endroits, qui ont du mal à trouver, à se poser, à se sentir bien sur un territoire qui n'est souvent pas partagé par tout le monde. Donc c'est l'idée de partir de l'école, qui est un territoire partagé par tous, là où tous les élèves se rencontrent, et de découvrir l'histoire de la ville à partir du patrimoine du quartier dans lequel se trouve l'école et d'un quartier concomitant, et ensuite de partager et ensuite d'inscrire ces quartiers dans d'autres quartiers de la ville et de l'histoire de la ville. Donc pour ça, on utilise plein de supports que je ne vais pas pouvoir vous détailler ici. Ça c'est... je les remettrai après. Donc voilà, on utilise les cartes de la ville pour qu'ils se repèrent dedans. On a construit ce qu'on appelle des cartes patrimoine que vous voyez là-haut. Donc chaque élève est propriétaire d'un patrimoine et doit révéler un patrimoine et voir comment il s'inscrit dans l'histoire de la ville. On visite les quartiers aussi, du coup ça permet de travailler sur le guidage, sur l'orientation. Et ensuite, on le voit sur le tableau du fond, on repositionne chaque quartier, l'histoire du quartier, en regardant à partir de quand le quartier a été construit et quelle est son histoire. Petite anecdote, actuellement ce projet vit dans la ville de Corbeil-Essonnes. Il a été aussi mis en place à Drancy. Et depuis qu'on intervient, en fait, à Corbeil-Essonnes, la population et beaucoup de gens qui connaissent la ville pensaient que le quartier le plus ancien de la ville était le centre-ville et qu'il était de l'époque médiévale. Et depuis qu'on est là et qu'on travaille sur l'archéologie, en fait, ils se rendent compte que non, le quartier le plus ancien, c'est le quartier des Tarterets, quartier dans lequel on a trouvé des campements qui datent de la préhistoire. Donc l'idée, c'est de basculer le regard et donc on y travaille notamment parce qu'il y a un site archéologique qui va être fouillé là cet été aussi, donc on remet du lien avec ça, et c'est l'idée de transformer l'image de ce quartier. Donc à l'échelle, il y a une grosse ambition, à l'échelle nationale aussi, puisque Nicolas Sarkozy a beaucoup détruit cette image de ce quartier, puisqu'il a fait toute sa campagne politique sécuritaire sur ce quartier. Donc avec des grandes images d'immeubles qui brûlent, des CRS partout dans les rues, des gens qui caillassent les CRS, enfin voilà. Donc les habitants en subissent aujourd'hui des grosses conséquences, même s'il y a une réalité de quartiers difficiles. Et du coup l'idée, c'est de basculer cette image d'un quartier comme ça malveillant à un quartier important, puisque c'est celui qui contient le patrimoine le plus ancien. Et on voit à quel point avec les élèves qu'ils vivent dans ce quartier ou dans un autre, que quand ils découvrent ça, ils ne regardent plus le quartier de la même manière. Voilà. Alors, est-ce que j'ai débordé ou pas? Ouais, j'arrête là. Ok. Donc non, c'était juste pour si vous vouliez que je revienne sur les images, mais je pense que c'est bien. Ouais. Voilà, exactement. S'il y a des questions, voilà. Donc parfait. Donc pour conclure. Je dirais que parler d'archéologie avec les élèves constitue un autre chemin pour donner du sens à l'apprentissage de l'histoire, et faire de l'archéologie avec eux
permet de redonner le goût d'apprendre et de lutter contre le décrochage scolaire. Voilà, merci.